c'est une bonne introduction à Samska qui, justement, va pouvoir nous parler de son engagement et peut-être aussi de manière concrète ce qui a permis la création du ballet citoyen. Peut-être, à un moment donné, parler des liens qu'il y a eu entre Y en a marre et le ballet citoyen au début du mouvement. Ça permettra aussi d'élargir à la question de la circulation à l'échelle ouest-africaine des mouvements et des modes d'action. Ben, merci et bonjour. Ça me dérange un peu l'atmosphère parce que les gens ils sont tellement concentrés que il manque un peu de sucre. Oui, un peu, voilà. Voilà, parce que les artistes n'aiment pas trop ce genre d'ambiance. Ouais, ça fait qu'on on ne sort pas tout ce qu'on devrait sortir. Ben, de toutes les façons, c'est bien parce que si on sort tout aujourd'hui, vous n'allez plus nous inviter ici. Ouais, il faut faire une sorte voilà, de donc on va sortir juste un peu et peut-être avoir la chance d'être invité encore. Voilà. Absolument. Parce que c'est quand même Sciences Po. Hein. C'est Sciences Po. Ben, bref, je suis Karim Sama à l'état civil, Samska le Dja. Je suis né en Côte d'Ivoire, à Vavois précisément, c'est dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. J'y grandis, j'ai fait mon école primaire. Mes parents sont des voltaïques à l'époque, qui deviendront plus tard des Burkinabés. Je commence par là parce que ma fibre de résistant, de révolutionnaire, de rebelle et de fouteur de merde commence déjà là-bas. Les voltaïques au Burkinabé à l'époque sont convoyés vers la Côte d'Ivoire pour être utilisés comme les bras valides pour travailler dans les plantations de café et de cacao. Et nos parents, à la limite, étaient des bêtes de somme. Et le simple fait d'être burkinabé ou voltaïque ben, ne vous donnait pas, ben, vous n'aviez pas tous les droits humains. J'en parle avec douleur parce que l'esclavage est aboli, mais nos parents vivent pratiquement ça. Forcés de travailler dans les plantations, on ne leur reconnaît pas certains droits. Et à l'époque, en Côte d'Ivoire, quand tu arrives et que un policier, un gendarme te demande tes documents, tu donnes tes documents, tu es en règle, mais tu dois payer quand même. Pourquoi tu payes? Ben parce que tu es voltaïque. Et s'en suivait souvent des brutalités, juste à cause de ta nationalité. Donc c'est des choses qu'on a vécues étant enfant. Et jusqu'au moment où je rentre au pays, en 85, sous la Révolution. Sankara, pour nous, a été, je le compare souvent, hein, je dis j'ai lu la Bible, j'ai lu le Coran, parce que issu d'une famille musulmane. Et ce que je recherchais dans la Bible, ce n'est pas d'aller faire les signes de croix ou à la mosquée, aller faire du sport, à cogner sa tête sur son front tout le temps. Mais c'était de voir qu'est-ce que je pouvais y tirer pour me sentir moi-même. Et dans ces recherches, je suis tombé dans le reggae. Et quand j'ai croisé Thomas Sankara, j'ai dit, ben voilà mon Jésus, voilà mon Mahomet. C'est le révolutionnaire que je cherchais qui est là. Et pionnier pendant la Révolution, Sankara redonne au Burkinabé, au voltaïque à l'époque, il lui redonne la fierté d'être un citoyen qui doit revendiquer sa citoyenneté et arriver à travailler de sorte à ce qu'on le respecte. Parce que quand on vide quelqu'un d'un certain nombre de substances, notamment
la fierté, la dignité et autres, ben après on en fait tout ce qu'on veut. Et là, Sankara vient avec ça. D'abord, il brise le nom Haute-Volta, qui ne signifie rien pour nous. Haute-Volta, jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas d'où ça vient et qu'est-ce que ça voulait dire. Le pays est rebaptisé Burkina Faso, la terre des hommes dignes et des hommes intègres. Il commence par là. Et il engage des chantiers. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des présidents qui se battent pour 2 mandats, pour 3 mandats, pour 5 mandats, de 7 ans, de 5 ans, à souhait. Invariable. Ouais. Et on ne comprend pas pourquoi on doit se battre pour avoir de longs mandats. Sankara, en 4 ans, comme il le disait tout à l'heure, a réalisé des choses extraordinaires. Sur le plan de l'environnement, François Mitterrand a planté un arbre à Ouagadougou, forcé par Sankara de le faire, en 1986. Les institutions financières refusent de donner de l'argent pour le développement. Sankara invite les populations à poser des rails de Ouaga à Kaya. Les enfants sont malades de poliomyélite. Sankara engage la vaccination commando. Tous les enfants burkinabés sont vaccinés, y compris les enfants qui sont aux frontières des pays voisins avec le Burkina. Sankara engage un grand combat pour l'émancipation de la femme burkinabé. Il engage un combat pour démontrer que les forces de défense et de sécurité ne doivent pas vivre en dehors de la société. Donc, les mardis et jeudis soirs, il y avait ce qu'on appelle les sports de masse, où policiers, militaires, gendarmes et civils se retrouvaient dans la rue pour faire le sport ensemble. Il engage ce qu'on appelle les travaux d'intérêt commun, où tout le monde est ensemble. Il démontre que pour être chef d'État, on ne doit pas utiliser son pouvoir contre son peuple. Au contraire, quand on accède au pouvoir politique à ce niveau, on se sert de son pouvoir pour permettre l'épanouissement de son peuple. Et nous grandissons dans cette atmosphère pendant 4 ans, qui malheureusement il est stoppé de la façon la plus violente et la plus barbare, parce que chez nous, Fou Malade le disait, il y a des valeurs avec lesquelles on grandit partout, hein, dans toutes les sociétés humaines. Et on nous a appris à respecter l'amitié, à donner un sens à l'amitié. Et ce sens à l'amitié a été brisé le 15 octobre 1987, parce que Sankara est assassiné et on découvre que c'est Blaise Compaoré, son meilleur ami, qui est derrière tout ça. Bien sûr, avec la complicité d'un certain nombre de pays. Et j'en profite pour me faire la voix de la justice burkinabé qui demande à la France aujourd'hui de lever un certain nombre de secrets sur le dossier Sankara, dans l'implication de la France dans l'assassinat de Thomas Sankara. Il y a des parlementaires français qui ont engagé une pétition pour lever les secrets défense sur l'assassinat de Sankara, l'implication de la France, mais jusqu'à aujourd'hui, ce pays des droits de l'homme, ce pays de démocratie, refuse de collaborer. Mais je dis, pour revenir à qui nous sommes aujourd'hui, c'est vrai, il y a des recherches qui se font pour essayer de comprendre pourquoi ces mouvements sociaux aujourd'hui en Afrique. Pourquoi ces mouvements sociaux? Mais parce que la jeunesse africaine a atteint un niveau où elle est cabri mort, comme on dit chez nous. Un cabri mort n'a plus peur de couteau. C'est pour dire que nous sommes des... Je ne vais pas utiliser cette expression, mais je n'ai pas le temps de trouver celle que je veux. Mais on est une génération kamikaze. Kamikaze, pourquoi? Déjà, sur le continent le plus riche, on fait tout pour que nous soyons les plus pauvres, les plus malheureux.
Après cela, on en discutait tout à l'heure. Ici, on est dans un amphithéâtre avec de très bonnes conditions. Quand je parle, tout le monde m'entend parce que voilà, ça va. Mais à l'université de Ouagadougou, moi, j'arrivais déjà en 92 au département d'anglais et il fallait arriver à 5 heures du matin pour espérer avoir une place en amphi. Souvent, le professeur, il est là et on a les étudiants autour du professeur jusqu'ici. Et je me rappelle un jour, on avait un professeur, M. Zouré, qui a dit, mais ça suffit, vous n'allez pas rentrer dans mes poches, quoi. C'est des conditions comme ça, c'est les conditions dans lesquelles on fait nos études. Aujourd'hui, l'université de Ouagadougou, souvent, j'essaie de bousculer un peu les étudiants. Ils se battent pour être maillot jaune au restaurant universitaire. Le maillot jaune, comme pendant le Tour de France, il y a des étudiants, quand ils se réveillent le matin, le premier combat, c'est d'aller s'aligner devant le restaurant universitaire pour espérer manger à 11 heures. Du coup, il ne va pas en amphi. Donc, on fabrique des mendiants. Et tout ça sont des conditions qu'à un moment, on ne comprend plus. Moi, j'ai été professeur d'anglais pendant des années à Ouaga. Et finalement, j'ai abandonné ce métier pour me consacrer à mon émission de radio. Je fais une émission de radio. C'est vrai que tout à l'heure, on parlait des rappeurs. Je me suis senti un peu frustré. Moi, je ne suis pas rappeur, je fais du reggae. Et les rappeurs sont nos petits frères. En termes de chronologie. Voilà. Chez nous, il y a ce qu'on appelle la chorocratie. La chorocratie, le doya. Voilà. Le doya. Non, on a déblayé le terrain pour permettre aux rappeurs de venir. Au Burkina. Ah ouais, même au Sénégal. Parce qu'il y a les Touré Kunda. Non, je le dis parce que pourquoi le ballet citoyen est porté par deux artistes, l'un rappeur et l'autre reggaeman. Bon, en plus, je suis le grand frère de Smoke, même si c'est d'1 mois. Tu vois? Donc, on est toujours corps sur le terrain. Voilà. Donc, on se retrouve dans toutes ces conditions avec des systèmes traditionnels de lutte. La lutte était menée par les syndicats et les partis politiques d'opposition. Il n'y avait que deux forces pour lutter sur le terrain. On s'engage d'abord en tant qu'étudiant dans des syndicats, dans les mouvements à l'université pour revendiquer les intérêts moraux et matériels des étudiants. On sort, on se fait bastonner par les CRS, on se soigne, on revient. Mais ça n'avance pas. Les conditions d'études ne font que se dégrader. Mais comment est-ce qu'on lutte? On n'avance pas et ça se dégrade. Et on continue de lutter. De la même façon. Il y a un problème. Les syndicats, la même chose. Et à un moment, je dis, je ne suis pas fonctionnaire. S'il faut que j'attende que les syndicats de fonctionnaires luttent pour changer ma situation, jusque dans la tombe, ma situation ne va pas changer. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Avec l'assassinat du journaliste Norbert Zongo, le 13 décembre 1998, on se retrouve tous dans la rue pour dire, trop c'est trop. 10 ans avant, Sankara se fait tuer. Il y a un choc. Et 10 ans plus tard, c'est Norbert Zongo qui se fait tuer avec un certain nombre, avec des compagnons à lui, dans les conditions les plus atroces que le Burkina n'ait jamais connues. Juste parce qu'il faisait des investigations sur l'assassinat du chauffeur du petit frère de Blaise Compaoré. Et pour ça, on tente de le corrompre, ça ne marche pas. On lui met toutes les pressions. Il résiste. Il est informé qu'il va être tué, mais il est là. Jusqu'à ce qu'on lui tende un piège sur la route de son campement. Il est d'abord fusillé et ensuite brûlé, calciné. Ça ne passe pas. Chez nous, quand on brûle un corps, c'est la plus grande malédiction. Ça crée un choc, tout le monde dans la rue pour revendiquer vérité et justice pour Norbert Zongo. Les premières années qui suivent, le pouvoir de Blaise Compaoré Itang, on est tous là-dedans. Et au fil du temps,
la mobilisation diminue. Le 13 décembre, aujourd'hui, pratiquement à Ouaga, le 13 décembre, ben, en dehors de ceux qui ont connu les moments de mobilisation, le 13 décembre à Ouagadougou passe comme une date inaperçue. Ben, c'est inquiétant. Quand les citoyens ne peuvent plus être choqués par ce genre de choses, ça veut dire que tout sera permis. Donc, on se retrouvait dans les mouvements du collectif contre l'impunité, où on ne se sentait plus. Et Smoke faisant son rap, moi dans mon reggae, avec mes émissions de radio et les concerts que j'organise, un soir autour d'un verre, on se dit, ce qui est arrivé à Norbert Zongo, ben, peut-être que le pire, il nous guette. Parce que déjà, pour mes émissions à la radio, j'étais l'objet de menaces de mort. J'ai ma voiture qui est brûlée. On me force à l'exil, je refuse. Le Conseil supérieur de la communication, après chaque émission, je suis convoqué. Il y avait même des gens qui avaient été engagés là-bas, qui enregistraient toutes mes émissions, qui les retranscrivaient. J'arrive, ils sont assis, voilà, vous avez dit ceci, cela, tel jour. Je dis franchement, je ne m'en souviens pas parce que je n'écris pas avant d'aller à l'émission. Et la musique que je fais, c'est du reggae. Si c'est du zouk que je faisais avec ce genre de discours, vous pouvez comprendre, mais c'est du reggae. C'est une musique de revendication, c'est une musique rebelle. Et bon, une fois, deux fois après, je comprends que c'est des intimidations. Après un concert à la Fête de la musique, le 21 juin 2008, le lendemain, je suis convoqué par le chef d'état-major de la gendarmerie nationale dans son bureau parce que j'aurais incité les étudiants à aller à la grève. Bon, j'arrive, je suis entouré de 2 capitaines de la gendarmerie avec le chef d'état-major en face. Tout ça, c'est dans le sens de créer l'intimidation. On vit toutes ces pressions et après on se dit, ben, il faut qu'on passe à l'acte. Il faut chercher à briser le monopole de la lutte. Le monopole de la lutte parce que c'était les partis d'opposition et les syndicats qui avaient ce monopole. Tout mouvement qui devait être mené devait se faire dans le cadre des syndicats ou des partis de l'opposition. On a joué le jeu. Quand ils ont des meetings, on nous invite. On arrive, on passe la musique, ils sont contents, ça danse. Parce que chez nous, on nous paye pour qu'on vienne parler. Les politiciens payent les gens pour qu'ils viennent les écouter. Donc c'est nous qui avions le pouvoir. Au début, on a joué le jeu. On arrive, quand on dit Samska le Dia, Smoke seront là au meeting, tous les jeunes sont là. Et on passe une chanson, les politiciens ils en profitent, ils parlent. Mais à un moment, on s'est dit, ben, maintenant il faut qu'on arrache la parole. Comme on le dit, on ne donne pas la parole, on l'arrache. Et on ne va pas passer le temps à être des marionnettes pour les politiciens. Vu qu'on a atteint un niveau où ces gens-là ne répondent plus à nos aspirations. C'est là où on se décide de s'organiser. D'abord, on organise des concerts précédés de projections, des films sur Sankara, des films censurés, des films qui incitent à la prise de conscience. Et à travers un mouvement comme Ciné Droit Libre, où on a invité projection de films suivis de débats, et souvent on termine par des concerts. Parce que pour nous, la masse, la plus grande partie des jeunes n'ont pas la chance d'aller à Sciences Po ou d'arriver à l'université de Ouaga. Mais ce sont ces jeunes qui, dans leurs actes, dans leurs actions, pèsent dans la balance. Comment arriver à orienter ces jeunes vers l'essentiel? Parce que je dis, moi j'appartiens à un mouvement qui prêche la non-violence, le reggae, le rastafarisme. Mais on se retrouve avec des mouvements qui très souvent se passent dans une violence comme pas possible. Est-ce qu'on peut continuer à prêcher la violence? Non. Mais ne pas utiliser la violence ne fait pas de nous des peureux. Nous sommes déterminés et nous voulons y arriver et nous allons y arriver en s'organisant. On prend le symbole du ballet parce que
quand vous prenez les balais africains, une brindille, à elle seule, est une saleté. Mais quand vous mettez toutes les brindilles ensemble, elles deviennent un outil qu'on appelle le balai, qui peut balayer des ordures sans se salir. Parce que, généralement, les révolutions se font dans le sang. Nous, on se dit, avec les expériences qu'on a connues un peu partout, est-ce qu'on peut faire notre révolution sans qu'il y ait du sang? On n'a pas réussi à 90%, mais quand on suit, en tout cas pour les analystes que vous êtes, quand vous suivez l'évolution de la crise politique au Burkina, beaucoup de gens avaient prédit l'apocalypse à la chute de Blaise. Il y aurait bain de sang. Il y aurait bain de sang. On a tellement traumatisé les gens avec ça. On a dit, Blaise Compaoré est devenu un lion édenté sans griffes. N'ayez pas peur. Et on a développé ce qu'on appelle la stratégie des fourmis maillans. Les fourmis maillans, ce sont des fourmis qui sont dans les forêts tropicales. Lorsqu'elles arrivent, par exemple, dans cette salle, mais il faut user de beaucoup de techniques pour s'en sortir. Donc, la stratégie des fourmis maillans consistait à dire tout le monde dehors, partout et en même temps. Parce que si on descend tous dans la rue, partout et en même temps, quel que soit le nombre de policiers, de gendarmes et de militaires, ils ne peuvent pas nous arrêter. C'est ce qu'on a appliqué. Un militaire, dans sa calache, il y a un nombre limité de cartouches. Il va tirer, il va tirer, il va tirer, ça va finir. Et quand ça va finir, ben, qu'est-ce qu'il devient? Et on va le manger. Ah oui, ce qui a fait que pendant l'organisation de l'insurrection, ben, on était devenus de bons camarades avec les policiers, les gendarmes. Bon, la chance aussi, c'est que moi j'ai été professeur, j'ai beaucoup d'élèves qui sont gendarmes et policiers. Et quand ils voient leur professeur, ben, bon, il est quand même bien éduqué, il ne va pas taper son professeur. Voilà, et ça fait quand même un moment qu'on est sur le terrain, donc il y a un respect. Et également, les fêtes du 31 décembre, la nuit de la Saint-Sylvestre, on a, dans les rues de Ouagadougou, on poste des policiers et des gendarmes pour réglementer la circulation, pour éviter les accidents. Moi, au lieu d'aller danser et chanter avec les autres, je mets des canettes de boissons dans la voiture et je me promène, je distribue ça aux militaires et aux policiers qui assurent la sécurité. Et ça fait que j'ai développé une certaine camaraderie avec certains d'entre eux. Et j'ai organisé aussi, dans le cadre du 11 mai, pour marquer la disparition de Bob Marley, les 11 mai, j'ai organisé des matchs de football entre reggaeman et policiers. Ça fait que, bon, on est restés de bons amis. Et quand la situation s'est présentée où on devait s'affronter, bon, quand tu arrives et tu regardes le policier, il dit, franchement, je sais que tu n'es pas mauvais. Mais bon, comme on est en mission, on fait comment? Il dit, bon, on fait comment? Et à la place, au rond-point des Nations Unies, le 28 octobre, quand la manifestation est partie dans tous les sens, les gars, ils ont été violents, très violents. Et on est resté. Le 29, la veille du passage en force au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons décidé de passer la nuit au rond-point des Nations Unies, qui n'est pas loin de l'Assemblée nationale, parce que la loi nous permettait, comme l'autre le disait tout à l'heure, on est des mouvements sociaux, on utilise les lois de la République pour contraindre la République. C'est la démocratie. Et ça, c'est très intéressant dans une démocratie. On sait que ce qu'on va faire, on va foutre la merde. Mais la loi nous permet de faire ça. Et on s'est basé sur un article qui disait que le vote est ouvert au public. Donc, on a invité le peuple à venir être témoin du vote à l'Assemblée nationale. Donc, le 29, on a décidé de passer la nuit au rond-point des Nations Unies pour être les premiers à l'Assemblée nationale. Les CRS sont venus nous dire qu'on ne pouvait pas dormir là. J'ai dit, ben, pourquoi? Non, c'est des ordres. Mais vous ne pouvez pas nous dire qu'on ne peut pas dormir ici. Parce que je suis de Ouaga
Et toutes les nuits, le rond-point des Nations Unies, il y a des prostituées qui sont là jusqu'au petit matin. Est-ce que vous les empêchez d'être là? Vous avez des mécaniciens qui sont là toute la nuit. Vous ne les avez jamais empêchés. Pourquoi vous nous empêchez? Ce sont des ordres qu'on a reçus. Et bon, à un moment, ils ont commencé à tirer dessus, commencé à taper. Moi, je leur ai dit, notre problème là, ce n'est pas vous. Notre problème, c'est Blaise Compaoré. Mais soyez sûrs, Blaise ne va pas dépasser le mois d'octobre. Ils ont pensé qu'on s'amusait. Donc, voilà, il y a tellement de choses à dire, comme vous le dites dans les questions, on va revenir sur certains éléments, mais c'est parce qu'on a monté le ballet citoyen parce qu'on voulait briser le monopole de la lutte qui était dans les mains des syndicats, dans les mains des partis d'opposition. Aujourd'hui, la réflexion continue. Comment est-ce qu'on s'organise? On reste des associations de la société civile, on devient des ONG, on devient des partis politiques, on devient ceci, on devient cela. Tout est sur la table. Mais nous savons une chose, nous voulons exister et nous voulons changer notre environnement. Merci.